tendance aussi et les scénarios pour Wall Street avec l'ouverture à venir dans moins d'une demi-heure. On rejoint sur place Grégory Volokin en duplex depuis New York. Bonjour Grégory. Bonjour Guillaume. Wall Street qui va à nouveau digérer les annonces hier soir de la Fed et aussi arbitrer de très nombreuses statistiques cet après-midi. Oui, on peut dire d'abord que Wall Street était plutôt enchanté des annonces de la Fed, puisqu'on attendait cette hausse des taux, mais en fait, Janet Yellen a très bien expliqué qu'il montait les taux parce qu'en fait, l'économie allait bien. C'était très clair dans son discours. Et aussi, ce qui est assez rassurant pour les marchés, c'est qu'elle ne remonte pas les prévisions de croissance pour l'année prochaine ni l'année suivante. Donc, en gros, pour le moment, la Fed n'anticipe pas vraiment d'accélérer son action de hausse des taux. Quant aux statistiques de cet après-midi, elles sont très bonnes. Que ce soit au niveau de l'emploi, où on a le meilleur chiffre depuis 2014, ou au niveau du prix à la consommation, qui vont dans le sens de la Fed, puisque si on regarde le CPE, ce que regarde la Fed, on se rapproche petit à petit de ces 2% de hausse, qui est l'objectif de la Fed. Là, on en est à 1,4%. Des stats donc favorables qui pourraient porter Wall Street à l'ouverture, le discours, les annonces de Janet Yellen également bien digérées. Et puis, on suit aussi les devises, bien sûr Grégory, parce que c'est l'événement du jour quand même. Le dollar a des plus hauts depuis 16 ans face à l'euro, plus haut depuis 2003 pour le billet vert. Oui, c'est un événement. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, le dollar a cassé surtout ce que tout le monde considérait comme un support technique. C'était un niveau qui était vers les 1,05 et des poussières. Et qu'en fait, si on regarde et qu'on croit à la lecture et à l'interprétation technique des graphiques, en fait, maintenant, il n'y a plus rien qui pourrait retenir le dollar à aller vers parité. Alors, quand tout le monde pense la même chose, évidemment, c'est là qu'il commence à y avoir un risque qu'on se trompe. Mais en attendant, là, le mouvement semble être assez fort pour que le dollar baisse encore de 1 ou 2% avant qu'il y ait des couvertures de positions à découvert. Et donc l'euro a des plus bas de plus de 16 ans face au dollar, $1,0427. On en reparlera bien sûr dans la suite d'Intégral Bourse. Qu'est-ce qu'il va falloir surveiller sur le front des valeurs tout à l'heure à l'ouverture, dans 27 minutes tout rond, Grégory, à Wall Street? Voilà, encore une histoire assez triste, une fois de plus pour Yahoo, puisqu'ils viennent d'annoncer hier, après la clôture, qu'ils avaient découvert que 1 milliard de leurs comptes en 2013 avaient été piratés. Alors on savait déjà qu'il y avait des comptes qui avaient été piratés en 2014, mais là ce qui est encore plus grave, c'est que c'est même pas eux qui ont découvert ce piratage, c'est plutôt le FBI, le département de la justice. Yahoo n'avait rien vu. Même 150 000 comptes d'employés du gouvernement, dont la CIA, qui ont été piratés. Puis il faut dire, n'oubliez surtout pas que Verizon est toujours censé racheter Yahoo, mais après toutes ces nouvelles, peut-être qu'ils reverront un peu le prix de leur acquisition à la baisse. Yahoo à suivre particulièrement, et puis aussi l'univers des médias. Alors on parle beaucoup de la recomposition en Europe avec Vivendi qui monte au capital de Mediaset, qui a pris 20% de Mediaset, la bataille entre Vincent Bolloré et Silvio Berlusconi. Aux États-Unis aussi on est gourmand, puisque 21st Century Fox, je vais y arriver, rachète le britannique Sky News pour plus de 14 milliards de dollars, c'est ça? Oui, il faut expliquer que Fox, c'est Rupert Murdoch. Que Rupert Murdoch, qui possède aussi News Corp, avait déjà essayé de racheter Sky News il y a quelques années. En fait, maintenant, ils en possèdent 40%. C'est un mouvement tout à fait naturel de consolidation qui va aussi dans le sens, on pourrait dire, ce que vous citez, et puis par exemple aussi le rachat de Time Warner par AT&T. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que là, le contenu de Fox, dont le Geography Channel ou FX Channel, va être diffusé sur les 21 millions d'abonnés en Europe que compte Sky. Et donc ça aussi, ça va être arbitré à Wall Street. Donc le rachat à venir du britannique Sky par 21st Century Fox de Rupert Murdoch. Merci beaucoup Grégory. Et on sera en direct à Wall Street, bien sûr, pour l'ouverture dans maintenant 25 minutes sur BFM Business. En attendant, à Paris, le CAC progresse, plus 0. Direction de New York, Grégory Volokin. On vous retrouve sur place, président de Mescard Financial Services. On a eu le communiqué de la Fed. On attend évidemment le discours préliminaire de Janet Yellen et puis la séance de questions-réponses avec les journalistes à Washington. Le marché n'a pas l'air du tout surpris par la décision qui a été prise à l'unanimité par les banquiers centraux américains. Non, il n'y a pas vraiment de surprise. Je pense que ce qui va être extrêmement intéressant, ça va être quand même cette conférence de presse pour une raison simple, c'est qu'en fait, à lire à la fois le communiqué de la Fed, à regarder même les dot points, on a l'impression qu'elle a pratiquement ignoré un événement quand même extrêmement important qui a été l'élection de Donald Trump et surtout la venue d'un nouveau programme économique qui est
censés stimuler l'économie d'une façon considérable. Et vous voyez par exemple que la Fed donc prévoit 2,1% de croissance en 2017, alors que le futur secrétaire au Trésor américain, M. Mnuchin, prévoit entre 3 et 4%. Donc il y a une très grosse, un très gros fossé à combler, ou bien de la part de la Fed qui serait vraiment en retard, ou bien alors c'est nos anticipations, et le marché a vraiment anticipé sûrement pour l'année prochaine une forte croissance. C'est peut-être nos anticipations de croissance qui sont un peu exagérées. Donc cette position de la Fed va être extrêmement intéressante. Pour le moment, en tout cas, elle rassure les marchés. C'est pas une Fed qui tout d'un coup devient agressive en ayant peur de la croissance amenée par Donald Trump. Bon, la Fed fait son travail sérieusement. Elle n'a pas encore de plan sérieux, ou en tout cas de plan de stimulus voté par le Congrès. Donc elle attend de voir. Est-ce que néanmoins, on regarde du programme de Donald Trump et du crédit qu'on peut lui accorder ou non? Est-ce que 3-4% de croissance pour l'économie américaine, alors en 2017 ou 2018, est-ce que c'est quelque chose de possible, de crédible, Olivier Garnier? Là, 3-4%, ça sera difficile à l'horizon. C'est par la Réserve fédérale américaine. En attendant toujours la conférence de presse de Janet Yellen. Grégory, on vous retrouve. Grégory Volokin, Mescard Financial Services, parce que le dollar qui a assez peu réagi dans les premières secondes de publication du communiqué repart finalement quand même assez nettement à la hausse. Si on regarde le dollar index, on voit quelques tensions quand même qui se remettent en place sur les taux américains, sur les taux 2 ans, sur les taux 10 ans. Le marché prend acte quand même d'une Fed qui pourrait se montrer un peu plus agressive en 2017. C'est certain, mais j'aimerais réagir à ce que je viens d'entendre, parce que je vous écoutais, et comme j'ai entendu beaucoup de choses qui me semblent être assez loin de la réalité, j'aimerais bien reprendre les choses. Donc, par exemple, parlons des profits des entreprises. De dire que les profits des entreprises sont en train de se contracter, non seulement c'est faux, mais c'est exactement le contraire. Sur le troisième trimestre, la partie de profit du produit national brut est en hausse pour la première fois depuis 2 ans, et en hausse de 4,4%. De dire que le chômage des jeunes augmente aux États-Unis, c'est la plus grande bêtise que j'ai entendue de ma vie. Si vous regardez les jeunes de 19 à 25 ans qui sont arrivés avec un diplôme universitaire, donc après 4 ans de collège, le niveau de chômage est de 2,2%. Alors j'imagine qu'en France, 2,2% de chômage chez les jeunes de moins de 25 ans, ça doit faire rêver. J'ai beaucoup de peine toujours à comprendre cette lecture si négative de cette économie américaine, qui a eu évidemment des problèmes suite à la crise financière de 2008, mais qui en attendant a quand même reconstruit énormément d'emplois. C'est trop facile de dire que c'est à cause de la démographie, que c'est les gens qui abandonnent le marché du travail. Non, c'est vraiment pratiquement le plein emploi aux États-Unis. C'est vrai que la difficulté pour les entreprises, c'est de trouver du personnel actuellement, donc c'est vrai que ça peut amener peut-être dans le futur des tensions inflationnistes au niveau des salaires, mais on ne les a pas encore. Mais je vous dirais, tout ça, c'est des signes d'une économie qui est en bonne santé et est en train de nouveau accélérer. Donc je voudrais un tout petit peu vous rassurer sur l'état de l'économie américaine. Vous faites bien, Grégory. Juste une question. Enfin, si la lecture est aussi facile ou consensuelle sur l'économie américaine, pourquoi est-ce qu'on met 1 an pour monter les taux de 25 points de base du côté de la Fed? Et juste, ça permet de souligner au passage, c'est peut-être d'ailleurs un élément important, que les décisions du jour ont été votées à l'unanimité. Je crois que ça faisait quand même quelques réunions qu'il n'y avait plus d'unanimité au sein du comité de politique monétaire de la Fed. Oui, en fait, il faut se souvenir que ça fait quand même assez longtemps que la Fed veut remonter les taux, qu'elle a toujours trouvé, je dirais, des raisons exogènes pour ne pas le faire. On peut reprendre chaque séance. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore quelques mois, on disait, mais cette Fed, pourquoi elle n'écoute que l'étranger? Vous vous souvenez de Brexit? Au moment de Brexit, c'était une des raisons pour laquelle la Fed n'avait pas monté les taux. Si on se basait uniquement sur l'économie américaine, la Fed a besoin suit 2 critères, en fait. Le critère de l'emploi et le critère de l'inflation. Elle est pratiquement à son objectif au niveau de l'emploi, mais ça depuis assez longtemps, puisqu'elle a revu à la baisse ses objectifs. Il faut se souvenir qu'il y a une année, la Fed ne prévoyait pas du tout 4,6% de chômage. La Fed disait que le plein emploi était aux alentours de 5%. Quant au signe d'inflation, ça c'est vrai, il n'était pas là, et il commence un tout petit peu à revenir. On voyait même ça aujourd'hui au niveau des prix à la production. Mais cette inflation qui est encore très basse peut
quand même justifier, je dirais, le rythme très très lent de cette hausse des taux, puisqu'on a dû l'entendre longtemps, et on va sûrement pas voir une hausse des taux très rapide l'année prochaine. Donc je dirais que c'est une Fed qui est très prudente, elle l'a toujours été, qui n'essaie de pas faire de vagues, qui a peur d'effrayer les marchés, mais c'est aussi une Fed qui réalise qu'en fait on peut pas vraiment monter les taux face à un dollar qui est trop fort, parce que ça ne ferait que le renforcer, et pas non plus vraiment monter les taux face à une économie qui n'arrive pas encore à créer vraiment de l'inflation. Bon, le dollar qui s'apprécie néanmoins quand même sur le communiqué de la Fed, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Vincent Lecartier. Hein, ce qu'il va falloir surveiller, c'est la vitesse et le niveau d'appréciation du dollar, mais qui a déjà connu quand même un rallye assez spectaculaire. Nous, on regarde beaucoup l'euro-dollar, mais si on prend le dollar face à un ensemble Grégory Volokin, on vous retrouve à New York. Vous avez suivi comme nous la conférence de presse de Janet Yellen. Vos commentaires, Grégory, par rapport à ce qu'a dit la présidente de la Fed, les questions qui lui ont été posées, notamment sur le programme économique et l'impact potentiel du programme de Donald Trump, vos commentaires par rapport à ce qui vient d'être dit en plateau, et puis peut-être aussi vos commentaires par rapport à la réaction des marchés, Grégory. Oui, ça fait beaucoup de commentaires. Je dirais que d'abord, en fait, c'est une présidente de la Fed qui veut pas aller plus vite que la musique, je dirais, d'une certaine façon. Elle a des données en main. Ces données en main vont dans le sens d'une hausse graduelle des taux d'intérêt, mais ces données qu'elle a en main ne laissent ni présager une flambée d'inflation, ni présager, par exemple, des salaires qui remontent très très fort. Donc, je dirais, la Fed, à mes yeux, continue la politique qu'elle a depuis des années. C'est une politique extrêmement prudente, en sachant que tant que la croissance aux États-Unis est relativement fragile, et elle l'est encore, puisque le programme ou le futur programme économique de Trump n'a pas encore commencé. Hein. Pour le moment, c'est que des projets. Mais tant que cette croissance est relativement fragile et tenue, c'est sûrement pas le moment maintenant de casser un mouvement qui a mis tellement longtemps à prendre un tout petit peu de momentum. Donc c'est la première chose que je voudrais dire. Elle est absolument pas pressée d'anticiper des phénomènes qui ne sont pas encore sous nos yeux. Alors là, je rejoins Véronique. Elle a peut-être tort, mais elle a peut-être raison. Hein. C'est très difficile à dire. Est-ce qu'il y aura de l'inflation dans 6 mois? C'est trop ardu pour pouvoir y répondre. Et le risque est beaucoup plus important, je dirais, actuellement, d'avoir une politique trop agressive au niveau des taux d'intérêt. Le risque est plutôt là que le contraire. On peut se permettre, je pense, pour le moment, d'avoir un tout petit peu plus d'inflation dans l'économie. Est-ce que le marché, lui, est plus empressé que Janet Yellen, d'une certaine manière, Grégory, par rapport aux réactions qu'on peut avoir? Est-ce que le marché, lui, a plus de conviction sur la crédibilité du programme de Donald Trump, ou en tout cas les effets potentiels du programme de Donald Trump? Est-ce que le marché prend de l'avance, là, par rapport à la présidente de la Fed? Mais écoutez, on dit que le marché a pris beaucoup d'avance, mais moi je regardais, si vous regardez le S&P, depuis l'élection de Donald Trump, il est même pas en hausse de 6%, je dirais pas que c'est une flambée. Je dirais que par contre le marché a très très bien choisi et les secteurs et quelle économie le marché voulait jouer. Il a très bien compris qu'on était dans un cycle où le dollar allait se renforcer, que donc il fallait se retourner vers des valeurs intérieures, liées plus à la consommation intérieure, vers des plus petites compagnies qui, elles, vont bénéficier beaucoup plus des réformes fiscales que ces plus grosses compagnies qui, depuis très longtemps, savent optimiser leur fiscalité. Donc, le marché, il a bien choisi son camp, il a choisi où serait la croissance l'année prochaine aux États-Unis. Mais en même temps, je reviens toujours sur cette statistique, il ne faut pas oublier qu'une fois que des mesures importantes seront prises, comme par exemple des baisses d'impôts sur les entreprises, passer de 35 à 15% de taux d'imposition pour les entreprises, si c'est ça qui arrive, c'est automatiquement une hausse de près de 30% des profits pour les entreprises qui verront ce nouveau taux d'imposition. Donc la croissance, elle va revenir. L'inflation, c'est une autre question. L'inflation, c'est un phénomène monétaire et l'inflation vient des salaires. Pour le moment, c'est, je dirais, ce qu'on pourrait appeler le fameux conundrum, comme disait Greenspan. Malgré un marché de l'emploi où on en est à 4,9, 4,6%, ces salaires, pour encore beaucoup d'Américains, n'ont pas du tout progressé en 10 ans. Et quand on dit qu'ils sont en hausse de 2,5% annuellement, c'est pas pour tout le monde et ça compense tout juste cette inflation qui est toujours assez faible de toute façon. Ouais, c'est ça, le grand mystère, la grande énigme de la relation là entre le marché du travail quasi au plein emploi, en tout cas selon les indicateurs qu'on regarde le plus, et puis l'absence ou le manque
de dynamique qu'on peut avoir sur les salaires. Sur la réaction de Marc